Cinécours, met en lien un court-métrage pays. Alors bonjour, moi c'est Aloïs du coup, j'ai 25 ans. Je vais vous présenter mon projet qui s'appelle Toa. C'est un film de 20 minutes, c'est un drame et un film fantastique en prise de vue réelle. Alors Toa, qu'est-ce que ça raconte? Toa, c'est l'histoire de Dylan. Dylan, il a 19 ans et il est assis sur les marches de la terrasse de sa maison familiale avec sa sœur, Thelma, qui a 23 ans. Thelma, elle est grande, élancée, chic, solaire. Et lui, il est voûté sur lui-même, discret, introverti. Thelma, elle vient de revenir à La Réunion après des années loin de sa famille. Et elle tente de renouer des liens avec son frère qu'elle connaît finalement assez peu. Elle a entendu dire qu'il participait à un concours pour une grande école de danse nationale. Mais quand elle écoute Dylan, il est assez sceptique et il ne pense pas réussir l'épreuve finale qui consiste à créer sa propre chorégraphie. Il fait nuit, ensemble, ils regardent leur vieux jardin. Et au fond de ce jardin se trouve un vieux cabanon. Thelma se souvient qu'à l'époque, quand ils étaient plus jeunes, Dylan passait ses après-midi, ses journées, à jouer dans ce cabanon. Elle s'est toujours demandé qu'est-ce qu'il pouvait bien faire là-bas toute la journée tout seul. Mais Dylan insiste, il n'était pas vraiment tout seul. Thelma, elle ne comprend pas très bien. Mais bon, son frère s'ouvre enfin à la discussion, alors elle le laisse s'exprimer. Dylan commence alors à lui raconter un souvenir, celui d'un cyclone qu'ils ont vécu ensemble en 2007. On est donc sur un gros flashback en 2007. On est en pleine alerte rouge et les familles réunionnaises sont coincées chez elles pendant un temps indéterminé. Dehors, il est interdit de sortir, c'est un ordre de la préfecture. Et c'est un danger, voire même un danger de mort pour ceux qui peuvent s'aventurer dehors. Mais Dylan, lui, il a 8 ans. Et comme tous les enfants de 8 ans, pendant un cyclone, il s'ennuie. Alors il cherche son jouet préféré, un Spider-Man désarticulé. Et malgré les interdictions de sa mère et la pluie torrentielle dehors, il décide de s'aventurer au fond de son jardin, dans le cabanon, pour chercher son jouet. Alors il cherche avec sa lampe torche. Il ne trouve rien parmi toutes les affaires entassées. Quand il entend un bruit, il se retourne. Et là, au fond du cabanon, il y a une silhouette. Enfin, pas une silhouette, une jeune femme. Elle est très pâle, recroquevillée sur elle-même, et elle a l'air abîmée. Étrangement, Dylan, il n'a pas peur. Au contraire, il tente de communiquer avec elle. Eh oh! Mais la jeune femme ne répond pas. Plus tard dans la journée, Dylan et Carl sont dans leur chambre commune. Carl, c'est son grand frère. Il a 19 ans, il est grand, élancé, un bandana, il a de grands cernes et il fume sur son lit, complètement défoncé. Il écoute son frère qui lui raconte avoir trouvé une fille dans le cabanon de jardin. Il est assez amusé. Alors il rentre dans le jeu de son frère. C'est peut-être la Dame Blanche. Dylan l'écoute. Carl commence à lui raconter que la Dame Blanche est un fantôme et qu'il faut faire attention parce qu'elle disparaît au moment où on s'y attend le moins. Elle emporte même parfois ceux qui sont autour d'elle. Mais encore une fois, Dylan, il n'a pas peur. Et il n'a qu'une envie, c'est retourner la voir. Donc encore une fois, malgré les interdictions de sa mère et le vent violent et tous les éléments qui sont contre lui, il retourne à plusieurs reprises, dans le cabanon. Il tente même de communiquer avec elle, mais elle ressemble plus à un enfant sauvage qu'à un humain civilisé. Il la baptise même Toa.
C'est après une de ces escapades, qu'il remarque dans son jardin Karl, son frère, en train de danser. Il est déchaîné, presque en transe, et danse malgré tous les éléments qui sont contre lui, le vent, la pluie. Dylan, qui encore une fois a juste besoin de ne pas s'ennuyer, fonce vers son frère et danse avec lui. Ensemble, ils sont heureux, euphoriques, malgré le vent violent. Karl, il danse et il a l'air vraiment dans un autre monde. Mais ce petit moment de bonheur, il est vite interrompu par Annick, leur mère, 45 ans, qui les attrape, les gronde et leur dit de rentrer tout de suite à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, c'est une autre ambiance. Une dispute éclate. En effet, Annick, la mère, vient de se débarrasser des drogues que Karl cachait dans sa chambre. On ne parle pas de cannabis, mais de médicaments, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus addictifs. C'est d'ailleurs pas la première fois que Karl en prend. Karl, il sait qu'il a tout un cyclone à rester sevré, et son corps commence déjà à réagir. Il commence à casser des objets, il a des sueurs froides, et Annick et lui en viennent aux mains. Thelma, la sœur de 12 ans, qui jusqu'à présent était très discrète sur le côté, tente de s'interposer, mais elle se prend un coup de Karl. C'en est trop pour la mère, Annick, qui attrape son fils et l'enferme dans la salle de bain. Lui, il frappe de toutes ses forces, tandis que Thelma pleure, le nez en sang dans les bras de sa mère, et que Dylan regarde la scène, pétrifié, mutique, sans rien comprendre. Le soir venu, Dylan voit une silhouette passer dans le salon. Alors il la suit. Il découvre Karl qui essaie de sortir en douce par la porte du salon. Karl qui se retourne in extremis en voyant son frère Dylan qui lui fait du chantage. On n'a pas le droit de sortir, je vais le dire à maman. Karl est blême, embêté, mais il a une idée. Il propose à son frère un jeu. On va jouer à Colin Maillard, mais en échange, tu dis rien à maman. Bon, Karl, il est minuit, bien sûr, tu me proposes un jeu. Let's go. Alors, Karl prend son bandana, se bande les yeux et commence à tourner sur lui-même. Il part à la recherche de son frère, à l'aveugle, et très vite, il l'attrape. Il enlève alors son bandana. Ses yeux sont étrangement humides, mais ça n'empêche pas de bander les yeux de son frère, à qui c'est le tour de jouer. Dylan se met alors à son tour à tourner sur lui-même et à chercher son grand frère dans le noir. Après plusieurs tentatives, même plusieurs appels, Karl, pas de réponse, il enlève le bandeau. Il découvre alors un salon vide. Karl n'est plus là. Karl, d'ailleurs, ne reviendra pas. 11 ans plus tard, Thelma, 23 ans, et Dylan, 19 ans, sont toujours assis sur la même terrasse qu'on a vue au début et finissent de discuter. Ensemble, ils confrontent leurs souvenirs, leur expérience de cette nuit-là. Dylan, lui, se souvient de cette nuit parce que c'est la dernière nuit où il a vu son frère et qu'il a cru pendant des semaines à l'époque qu'il était parti avec la jeune fille du cabanon, qu'elle l'avait enlevé. Thelma, elle aussi, s'en souvient, puisque c'est la nuit où leur frère a disparu, où leur frère s'est suicidé. À l'époque, malheureusement, personne n'a eu la force d'expliquer ça à Dylan, qui n'avait que 8 ans. C'était trop dur d'expliquer ça à un enfant. Elle comprend alors que Dylan, à l'époque, s'était créé cette espèce de fantôme, ami imaginaire dans le cabanon pour affronter cette réalité trop violente. Une réalité où son grand frère est parti sans dire au revoir. Thelma conseille alors à son frère
d'arrêter de nourrir ses peurs, comme il le faisait avec ses histoires de fantômes, mais plutôt de nourrir ses envies, ses passions. Elle se rend compte que pour la première fois de leur vie, elles discutent concrètement du suicide de leur grand frère. Émue, elle enlace son frère, l'embrasse et va se coucher. Dylan, seul sur la terrasse, respire un coup. Après toutes ces émotions, la pluie commence à tomber. Et au lieu de rentrer chez lui, il commence à avancer vers le cabanon du jardin. Mais juste avant de franchir la porte, il se retourne et décide de marcher plutôt dans le jardin. Les gouttes tombent sur lui, mais son visage est très serein. Il se met alors à reprendre les pas que Karl faisait à l'époque sous la pluie. Et doucement mais sûrement, il se met à faire sa propre chorégraphie. Il est en transe. Avec son corps, il nous raconte sa propre histoire. Soudain, la pluie s'arrête, la danse de Dylan aussi, et un sourire se dessine sur son visage. Donc, ce film, bon, déjà, il s'inspire d'un événement que j'ai pu, d'une expérience que j'ai pu vivre un peu plus jeune. Mais c'est surtout un film sur le deuil à travers le regard d'un enfant. C'est aussi un film sur la pudeur maladroite, parfois dangereuse, que certaines familles peuvent avoir face à certains traumatismes. Mais pour moi, c'est surtout l'occasion de parler d'un jeune Réunionnais de 19 ans qui se pose des questions sur le vide qu'il porte en lui et sur ce que ça signifie grandir. J'aimerais que l'atmosphère de mon film soit assez proche du film notamment Beautiful de Alejandro González Iñárritu, des Bêtes du Sud sauvage aussi de Ben Zeitlin, j'écorche sûrement des noms, désolé. Et plus récemment, grâce à Elsa, j'ai pu voir Falcon Lake de Charlotte Lebon. Et tous sont des films avec un ton naturaliste, mais qui offrent une porte vers une imaginaire, une poésie. Et je trouvais ça assez juste pour un film qui a un point de vue d'enfant. Moi, je suis à La Réunion, j'ai un collectif qui s'appelle Formidable, et j'ai déjà pu réaliser quelques petites fictions autoproduites ou des clips. D'ailleurs, merci le PRMA. Petit message. Voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai déjà des idées d'artistes avec qui j'aimerais collaborer pour la bande originale. Mais j'ai aussi des idées d'équipes artistiques ou techniques avec qui j'aimerais travailler sur ce projet. Aujourd'hui, je suis à la recherche de diffuseurs, de producteurs, de collaborateurs, en fait, qui voudraient m'accompagner sur ce projet et m'aider à le concrétiser. Je voudrais faire un petit merci rapide à Cinécourt, à l'équipe, aux coachs qu'on a eus, mais aussi aux 9 autres lauréats, les copains, parce que vous allez me manquer. Et bien sûr, merci à vous de m'avoir écouté.